Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission L'invité de la semaine. Nous recevons aujourd'hui M. Aboubacar Sidiki Kone. Il est le président de la Commission des affaires étrangères des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine du CNT, Conseil national de transition. Avec lui, nous parlons de la ratification par le CNT le 9 octobre 2023 de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, un projet défendu par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À travers cette charte signée le 16 septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso entendent fonder une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle en cas d'agression de l'une des parties prenantes. Et ce n'est pas tout, nous allons voir tous les contours de cette alliance avec M. Aboubacar Sidiki Kone. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci. Le projet de texte instituant l'Alliance des États du Sahel a été adopté par 140 membres du CNT. Aucune voix contre. À la limite, un plébiscite. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces plébiscites ? Selon moi, c'est l'intérêt de la question de nous mettre ensemble pour bâtir une architecture de défense commune. En 1970 déjà, il y avait une autorité qu'on avait essayé de mettre en place pour mutualiser les efforts au niveau du Liptako-Gourma. Mais 5 ans plus tard, il y a eu la CEDEAO qui a été créée ici à Bamako pour prendre en charge les objectifs qui étaient déjà contenus dans le Liptako-Gourma. Mais nous avons constaté que quelques années après cette mise en place de cette CEDEAO, elle s'est tournée de ses objectifs fondamentaux que sont l'intégration, le développement économique au profit des sanctions contre les régimes qui ne font pas leur affaire. C'est ce qui a amené les 3 États à se mettre ensemble pour renforcer leurs outils de défense en vue de faire face aux menaces communes. Donc ici, je comprends bien, l'idée même de rassembler les États autour du Liptako-Gourma ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas bien sûr d'aujourd'hui, je l'ai souligné, c'était depuis 1970. Bien avant la CEDEAO. Bien avant la CEDEAO. Mais nous avons estimé que la CEDEAO allait déjà prendre en compte ces aspects d'intégration, étant entendu que la CEDEAO a été créée en 1975 ici à Bamako. Mais comme je l'ai souligné tantôt, cette organisation qui était là pour défendre sa population, pour aller vers l'intégration, s'est vite détournée de ses objectifs fondamentaux. Et c'est ce qui nous a amenés à nous mettre ensemble ces 3 États que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour mutualiser les efforts en vue de faire face aux menaces. Justement, à ce niveau, la charte qui compte, je rappelle, 17 articles qui jette les bases d'une alliance solide entre ces 3 pays que vous venez de citer, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils ont, ces 3 pays, un ennemi commun, à savoir aujourd'hui le terrorisme. Quels sont les atouts de ces pays à combattre justement les terroristes ? Les atouts de ces pays, chaque pays a ses hommes, mais aussi leurs outils de défense. Donc si nous mutualisons les efforts, ça nous permet, et puis s'il y a les missions conjointes, ça permet de faire face à ces menaces-là. Des terroristes peuvent commettre des actes ici au Mali et aller se réfugier ailleurs, au Niger par exemple. Mais s'il y a cette alliance entre nous, il n'est plus question de commettre une infraction sur un de ces 3 territoires-là et d'aller se réfugier de l'autre côté. Donc c'est ce qui fait un peu la valeur de cette chose. Étant entendu que cet espace formé par les 3 États-là constitue à peu près 40% du territoire de la CEDEAO. Donc ça veut dire que c'est un territoire très vaste, aux défis multiples qu'il va falloir mutualiser les efforts pour pouvoir endiguer tous ces fléaux-là. Et je dois également vous dire que les 3 États n'ont pas
ne sont pas restés en défensive. En 2011, tout le monde a dit que cette attaque contre la Libye, les gens, personne n'a dit mot. Mais quand il y a eu cette intervention au niveau de la Libye, nous, Maliens, nous avons été parmi les premiers pays à sentir cela. Donc tout cela nous pousse à vraiment adopter une posture défensive de prévention de ces cas-là. Ensuite, il y a cette menace qui plane sur le Niger, menace d'intervention également. Donc si nous, pays voisins, nous nous asseyons et nous observons, finalement le conflit va venir chez nous. Comme le dit un adage de chez nous, ça va être comme la bataille des Margouillas. Et nous ne le voulons pas. Alors, mutualiser les efforts en vue d'apporter des réponses communes aux défis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soldats burkinabés peuvent venir combattre sur le territoire malien, les soldats maliens peuvent aller combattre au Niger et vice-versa. Ils ont commencé par ce qu'on appelle le droit de poursuite. Par exemple, un terroriste qui commet une infraction sur le territoire malien, l'armée malienne peut le poursuivre jusqu'au niveau de l'autre territoire, c'est-à-dire le territoire nigérien par exemple. Donc, nous allons mutualiser les efforts. Quand vous savez que le Mali a acquis un grand vecteur aérien qui augmente sa capacité d'intervention. Donc, dans d'autres pays, chacun en ce qui les concerne fournit les éléments qui sont à sa disposition pour nous permettre de former un groupe très solide qui va mener la lutte au niveau de toute la zone du Liptako-Gourma en vue de sécuriser cette zone. Ok. Alors, théoriquement, on sait aujourd'hui que les FAMA sont dans une lutte de reconquête du territoire. Les FAMA sont en train d'occuper les emprises laissées par la MINUSMA. Est-ce que théoriquement, les soldats nigériens et burkinabés peuvent aujourd'hui désormais suppléer les forces armées maliennes face aux groupes armés dans ce combat de reconquête? Bien sûr, c'est un domaine militaire sur lequel on ne va pas épiloguer longtemps et qui est caractérisé par sa très grande discrétion, on dit la grande miette. Sinon, il y a eu des opérations déjà et ces opérations ont déjà donné des résultats et c'est ce qui a poussé les plus hautes autorités de ces trois pays-là à aller vers une alliance qui ferait en sorte de constituer un bloc très rigide et très solide pour faire face aux différentes menaces qui se posent aux trois pays. D'accord. L'Alliance va au-delà des trois pays. Ici, je me réfère à l'article 6 qui établit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'une des parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres, engageant ainsi une obligation d'assistance mutuelle, y compris l'usage de la force armée pour rétablir la sécurité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet article 6 a été fait en sorte pour renforcer davantage l'esprit de solidarité. Par exemple, on ne peut pas dire qu'on va attaquer le Niger, comme certains l'avaient déjà dit. Quand on attaque le Niger, c'est comme si on attaquait le Burkina et le Mali en même temps. Donc les trois pays peuvent s'unir. Les trois pays vont s'unir pour faire face aux différentes menaces qui sont là. C'est ce qui a d'ailleurs fait que certains ont amoindri leur ardeur par rapport à cette intervention au niveau du Niger. D'accord. Donc, attaquer un membre revient à agresser l'ensemble de l'Alliance, comme le stipule l'article 6. Alors, les trois pays ont un autre dénominateur commun, si on peut l'appeler ainsi. Ils ont tous exigé le départ des troupes françaises de leur sol. Une symbolique forte quand même. Hein. Est-ce qu'on est là en face d'une régionalisation du désaveu de la France à travers cette alliance? Nous sommes là pour poursuivre la phase de la décolonisation. Vous savez, les indépendances en 1960, nous les avons acquises, ces indépendances, mais le colon est parti par la porte et puis il est revenu par la fenêtre. Donc il faut sonner définitivement le glas de ce colonialisme-là et leur dire que les ressources humaines
qui sont à notre niveau sont en mesure d'être mis à niveau et de travailler plus que ces militaires qui étaient là. Donc on a mis fin à ces coopérations militaires qui ont montré leurs limites. Quand on essaie de voir seulement au Mali les événements qui se sont passés depuis 2012, ça fait plus de 11 ans. Maintenant, les résultats sur terrain, aller les voir, c'est tout cela qui nous a poussé à rompre avec ces coopérations-là et nous prendre en charge dans le cadre d'une indépendance réelle et une reconquête de notre souveraineté. D'accord. Alors, cet acte, cette alliance, qu'on peut considérer comme un acte quand même audacieux, a ravivé les débats sur l'avenir du G5 Sahel. Est-ce que l'alliance des États du Sahel signe la fin du G5 Sahel et le début du G3 Sahel? En fait, moi je ne rappellerai plus pas ça G5, parce que depuis un certain temps, le Mali il a quitté, donc ça ne peut plus être un G5. Mais comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas contre les organisations, mais nous sommes là pour agir conformément aux 3 principes édictés qui doivent régir l'action publique telle qu'elle est dictée par le chef de l'État, à savoir le respect de notre souveraineté, le respect de notre choix de partenaire, mais aussi il faut que tout ce que nous faisons, il faut que ce soit dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Quand il y a eu la signature de cet acte-là, le Mali il a été désigné dépositaire de cette charte-là. Et dès que le Mali l'a été, le ministre des Affaires étrangères a adressé des correspondances à toutes ces organisations qui sont là, à commencer par les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO et toutes les organisations pour dire à ces organisations que désormais, il faut compter avec cette alliance qui comporte 3 États. Donc nous ne sommes contre personne, mais nous avons également le devoir d'assurer notre défense, de mutualiser nos efforts pour faire face à toute agression dans le cadre d'une prévention des conflits. Et justement, les thérapies administrées à l'époque par le G5 Sahel n'ont pas résisté aux épreuves du temps. Au contraire, elles ont même entraîné la dégradation de la situation sécuritaire dans certains pays. Alors, quelle sera la thérapie des chocs justement du G3, cette alliance des États du Sahel, pour relever les défis sécuritaires et les défis de développement surtout? Pour mettre en place cette alliance entre ces 3 pays, nous avons fait un diagnostic de la situation pour mieux saisir qu'est-ce qui a fait que les anciennes organisations qui étaient là, pourquoi elles n'ont pas marché. Nous avons vu que certaines de ces organisations sont financées de l'extérieur. Donc c'est la raison pour laquelle cette alliance entre les 3 États se base sur des financements à travers des contributions des différents États membres. Donc pour parvenir à ces ambitions, donc c'est basé sur des contributions propres des différents pays. Donc cette organisation n'est pas prête à recevoir des financements et puis pour donner des directions autres que celles qui ont prévalu au moment de la création de cette alliance. Non, ça veut dire quoi? Que l'alliance va refuser des financements des partenaires extérieurs au cas où certains exprimeraient le besoin? Si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'occasion pour nous d'exprimer notre souveraineté financière. Amadou Hampâté-Bâ l'a dit, la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Et nous avons constaté que ces financements-là, c'est des moyens, c'est des moyens cachés pour passer certains messages, pour prendre le contrôle des organisations. Quand on essaie de voir à côté la CEDEAO qui est financée de l'extérieur, et souvent nous avons vu que certains communiqués sont faits ailleurs et puis envoyés au niveau de lieux où se tiennent les sommets. Donc nous nous sommes enrichis de toutes ces expériences malheureuses-là pour pouvoir faire en sorte que cette alliance qui vient d'être mise en place sur fonds baptismaux ne puisse pas connaître les mêmes échecs que les organisations précédentes. Mais les 3 pays, on le sait, on connaît un peu la situation financière de ces 3 pays. Le problème, vous le savez, c'est le manque d'argent.
Est-ce que vous avez, disons, une boule magique, c'est pas, pour financer le projet de développement au niveau de ces 3 pays-là? La boule magique que nous avons, c'est que nous comptons sur les ressources humaines. Quand on sait qu'il y a des présidents comme le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré ou encore le général Abdourahmane Chani, c'est des ressources humaines sur lesquelles nous comptons pour pouvoir gérer au mieux nos ressources énergétiques pour faire en sorte que l'exploitation de ces ressources-là puisse être des projets de développement qui vont permettre à nos États de sortir de cette situation de pauvreté dans laquelle ils ont été volontairement mis pour asseoir leur domination sur ces États-là. Ah, mais n'oublions pas quand même que ces États-là font partie d'un regroupement qui est l'UEMOA. Est-ce qu'en créant une sorte d'intégration économique entre ces 3 États-là, ça ne va pas empiéter aussi sur les règlements de l'UEMOA? À ma connaissance, il n'y a pas de disposition qui interdise le fait que des pays se mettent ensemble pour conduire ce travail d'intégration, parce que les organisations comme l'UEMOA qui ont été créées, c'est pour assurer la souveraineté économique, c'est pour également assurer l'intégration entre le peuple. Si notre leitmotiv, c'est de faire cette intégration, de mutualiser nos efforts, donc nous ne pensons pas que nos objectifs soient contraires à ceux de l'UEMOA. Et je l'ai dit, même l'UEMOA aussi, il y a une copie qui a été envoyée au niveau de l'UEMOA pour dire qu'il y a ces 3 pays qui ont décidé de mutualiser les efforts en vue de faire face aux menaces actuelles qui sont là. Mais après, nous devons intégrer, pour que cette organisation puisse être une réussite également, il faudrait y joindre certains projets de développement. Donc à l'avenir, ça peut se passer comme ça. Le Mali déjà a pris une certaine avance quand on sait que déjà le Mali a été doté d'un code et d'un code minier et d'un contenu local qui prend en compte les aspirations légitimes du peuple pour faire en sorte que, comme aime dire le président du CNT, pour que l'or puisse briller pour tous les Maliens. Donc pourquoi ne pas étendre ce code-là aux 2 autres États pour faire en sorte que les exploitations minières, quand on sait que ces pays-là, d'un point de vue ressources naturelles, c'est des pays qui sont vraiment riches et qui n'ont besoin que de la bonne gouvernance pour pouvoir gérer au mieux leur pays. Les ressources. Donc, indépendance politique, indépendance sécuritaire et indépendance économique aussi, à la base, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ok. Alors, l'article 10 de la charte précise que le financement de l'Alliance des États du Sahel se fera principalement par les 3 pays signataires, vous l'avez souligné. Cependant, compte tenu de la dépendance à l'égard de la France en tant que pays émetteur de la monnaie franc CFA, il est plausible de se demander si cela pourrait annoncer aussi quelque part la création future d'une monnaie commune entre ces 3 États. Pour le moment, toutes les possibilités sont sur la table. Mais il faut faire face aux menaces actuelles qui sont là. Et il doit y avoir d'autres textes additionnels pour compléter les 17 articles de la charte, dans lesquels textes on prendrait en compte toutes ces aspirations. En tout cas, il faut agir à court, long et moyen terme. Donc, à long terme, cette souveraineté monétaire pourrait intervenir. Mais pour avoir cette souveraineté monétaire, il faut de la préparation, il faut du tact aussi. Ça veut dire qu'une monnaie commune aux 3 pays, ce n'est pas à écarter dans les prochains jours. Ce n'est pas exclu, et d'ailleurs, un des articles, des 17 articles fait allusion à tout ça. C'est un texte vraiment ouvert qui peut nous mener très loin, bien sûr
en s'appuyant sur les erreurs déjà commises par le passé et essayer de corriger ces erreurs-là et aller le plus loin possible. Donc, la volonté de ces 3 chefs d'État, c'est de mener cette alliance-là le plus loin possible. D'accord. Alors, c'est bien beau tout cela, monsieur Koné, mais ne craignez-vous pas quelque part aussi l'isolement de ces 3 pays? Je ne le pense pas, dans la mesure où dans une de ces dispositions, dans un des articles, il est prévu que cette organisation soit ouverte à tous ceux qui peuvent venir. Et l'autre jour, le ministre, lors des séances d'écoute, monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous signalait déjà qu'il y avait certains qui commençaient déjà à taper à la porte pour venir voir comment ça va se passer. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas du tout un isolement et nous ne sommes pas recroquevillés sur nous-mêmes. C'est une charte qui est ouverte, mais il y a des conditions. La première condition, c'est de partager nos objectifs, à savoir mutualiser les efforts en vue de faire face aux menaces communes qui sont là, la lutte contre le terrorisme, comme vous le savez, et de façon générale le crime organisé. Mais il y a également une disposition, si un des États n'est pas d'accord, donc l'adhésion ne peut pas se faire. Donc les décisions sont prises à l'unanimité des trois États soient d'accord pour qu'il y ait un nouvel État qui puisse intégrer le groupe. Ok. Ça veut dire que même les autres du G5 Sahel peuvent intégrer le groupe. Si un de ces États-là frappe à la porte aujourd'hui, on va l'ouvrir? Les plus hautes autorités de ces 3 États-là vont examiner la question et puis prendre une décision dans ce sens-là. Et comme je l'ai déjà souligné, il faudrait dans un premier temps partager nos objectifs à travers la création de cette organisation, mais aussi il faudrait que les 3 pays, de façon unanime, soient d'accord pour qu'il y ait une adhésion. Après la ratification de la charte, les institutions chargées de l'atteinte des objectifs seront bientôt mises en place, c'est ce qui a été dit. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces institutions-là? Comme je l'ai déjà souligné, il doit y avoir des textes additifs. Mais la volonté des plus hautes autorités, c'est de faire des institutions qui soient très souples, de telle sorte qu'ils puissent agir et sans trop de lourdeur administrative. Des institutions très légères qui conviennent à la situation. Donc c'est ce qui est prévu dans les tout prochains jours. Et au niveau des parlements des 3 pays, est-ce qu'il est prévu un groupement de parlementaires pour défendre la cause? Monsieur le président du CNT, lors de son discours d'ouverture, le 2 octobre dernier, a souligné sa volonté de faire en sorte qu'il puisse y avoir un parlement de cette alliance-là. Et nous également, après avoir procédé aux séances d'écoute avec monsieur le ministre des Affaires étrangères, c'était l'une de nos recommandations, à savoir faire en sorte qu'il puisse y avoir un parlement de ces 3 États-là pour renforcer davantage le travail qui est déjà mené sur terrain par l'exécutif. Alors, le Mali, on le sait, a été le premier pays à ratifier cette charte. Qu'est-ce qui explique cet empressement du Mali? Est-ce que ça veut dire que le Mali est le plus motivé des 3? Le Mali est l'un des pays les plus motivés parce que l'initiative est venue du Mali. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de négociations, beaucoup de déplacements du ministre des Affaires étrangères, et ce qui a même fait que le Mali a directement été désigné comme étant dépositaire de la charte. Donc en tant que dépositaire de la charte, c'était un devoir pour nous de donner le ton, d'être le premier pays vraiment à donner l'exemple pour dire que nous sommes dans cette alliance et notre volonté est que ça marche et puis ça marchera. Alors le texte est adopté. Quelle est la prochaine étape maintenant au niveau du CNT, précisément votre commission affaires étrangères malienne établie à l'extérieur dans la mise en œuvre? C'est vrai, avant l'adoption du texte, nous avons procédé à des séances d'écoute qui nous ont permis
de comprendre le texte et de prendre la bonne décision qu'il fallait. Vous avez déjà souligné qu'il y a eu 140 votants et personne n'a voté contre et il n'y a eu aucune abstention. Donc, après avoir mené ce travail-là, nous pensons que ce que nous faisons actuellement, nous représentons le peuple et il nous revient maintenant d'aller auprès du peuple, d'expliquer le contenu de cette charte-là, de vulgariser au maximum cette charte-là pour que le commun des mortels qui se trouve très loin puisse être au courant de la décision que nous avons prise en son nom, mais pour son compte. Vous allez faire le tour des 3 pays, voir les Maliens établis dans ces pays-là pour leur expliquer les bien fondés de cette charte-là. En tout cas, notre intention, c'est de vulgariser ce texte-là le plus loin possible pour que la voix de ces pays-là puisse compter et donner la bonne information, parce que autour de la création de cette alliance, il y a eu beaucoup d'interprétations. Donc c'est à nous maintenant de passer et de donner la bonne explication à ceux au nom duquel nous parlons. D'accord. Monsieur Koné, nos FAMA, vous le savez, sont aujourd'hui engagés dans une lutte implacable contre les terroristes sur le terrain. Et nos soldats sont à tous les fronts aujourd'hui, se battent matin, midi, soir. Et regardez cette caméra et dites le message fort que vous avez à l'endroit de ces hommes-là qui se battent pour nous sur le terrain au quotidien. Le message fort que nous avons vient des plus hautes autorités. C'est de leur dire que de redoubler d'efforts, de continuer à travailler. Et l'État est là, l'État les soutient, la population également. Tout le monde est dans la dynamique de soutenir nos forces armées et de défense. Les efforts faits par les porteurs d'uniformes ne sont inconnus de personne. Donc c'est le lieu vraiment de rendre un vibrant hommage à ces hommes qui sont là, comme vous l'avez déjà souligné, qui se battent matin, midi et soir pour que nous puissions dormir tranquillement, pour que nous puissions acquérir l'entièreté de notre souveraineté, l'entièreté de notre territoire. Donc c'est de leur dire de continuer sur cette lancée et la nation sera toujours reconnaissante. Vous êtes également le président de la commission des Maliens établis à l'extérieur. Un message fort pour nos compatriotes établis à l'extérieur. Un message fort pour les Maliens établis à l'extérieur, c'est une façon de leur dire que personne n'est mis à côté de la plaque. Que tu sois Malien établi à l'intérieur ou à l'extérieur, vous comptez pour le Mali. Quand on sait que les contributions faites par ces Maliens basés à l'extérieur dépassent par moment l'aide publique au développement. Donc, c'est des acteurs qui comptent dans le processus de développement du Mali. Et vous avez dû constater qu'il y a quelques semaines de cela, il y a eu les états généraux des Maliens établis à l'extérieur et ces états généraux ont permis de faire certaines recommandations que l'État va prendre en charge déjà et ces recommandations ont été formulées lors des assises nationales de la refondation. Donc ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés et chaque fois que l'une des autorités fait des déplacements à l'extérieur, fait tout pour pouvoir rencontrer ces Maliens établis à l'extérieur et donner le bon message pour dire que le Mali compte sur tous ses fils. Merci, M. Aboubakar Sidiki Koné, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission des affaires étrangères des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine du Conseil national de transition, le CNT. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette émission, l'invité de la semaine. Merci à toute l'équipe de production dirigée par Diakadija Koné aujourd'hui. Et grand merci à vous aussi pour votre fidélité. À très bientôt sur l'ORTM.